Donc du coup, moi je me présente, donc je suis Régis, ou CDM pour le vrai pseudo. Je suis sur la production de ce live pour ce soir, et du coup je présente une rump qui était déjà prévue pour le passage en présentiel, qui est sur l'accès et contrôle des consoles de jeu, ou l'art d'ouvrir des portes fermées. Donc d'abord, pour commencer, un petit disclaimer, tout simplement pour dire que c'est ce qui peut être fait avec des consoles peut être considéré comme de la piraterie, donc hors garantie, constructeur, etc. Et donc, considérez-vous averti que tout ce que je montre ici est à but d'expérimentation. Donc tout d'abord, pourquoi hacker une console? Il y a plusieurs buts pour hacker une console. La première est de gagner l'accès complet à la machine. Ceci permettra d'exécuter du code non signé, donc pas forcément autorisé par le constructeur. De jouer des jeux backup, donc des jeux qu'on peut télécharger sur Internet, gravés avec son lecteur de DVD, même si maintenant plus personne en a malheureusement. Faire tourner des émulateurs, donc par exemple faire tourner des jeux Nintendo ou des consoles Nintendo sur une PlayStation 3 ou toute autre console de ce style. Installer Linux, parce que c'est bien Linux. Et jouer à Doom. Donc Doom, c'est un bon jeu Doom. Et ce qui est bien avec Doom, c'est que ça tourne de partout, même sur des oscilloscopes, des PS Vita, des calculatrices, des Commodore, des Super Nintendo ou même des Blender Lidl. Donc, qui pirate des consoles? Donc, il y a 4 catégories de personnes. Ceux qui piratent les jeux, donc les méchants, les vilains, ceux qu'on essaye d'arrêter à tout prix. Les développeurs de jeux indépendants, donc qui n'ont pas forcément les moyens de faire produire leur jeu et le faire commercialiser au grand nombre. Donc, ce qu'on appelle la communauté homebrew. Donc ça, c'est des gens bien, souvent. Les utilisateurs de Linux, parce que c'est bien Linux. Et enfin, bien entendu, les joueurs de Doom, parce que c'est bien Doom aussi. Et Doom sur Linux, c'est parfait. Et donc du coup, pendant cette run, je vais vous présenter 5 méthodes, du moins 5 méthodes sur 5 consoles différentes. Donc nous aurons 3 failles software et 2 failles hardware. Donc software, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la console en elle-même, ou du moins très peu, juste par exemple brancher un périphérique dessus. Et hardware, on va vraiment ouvrir la console, la démonter en petits morceaux pour en trouver les moindres petites failles. Donc pour commencer, il faut d'abord savoir comment fonctionne l'exécution de code sur une console. Vu qu'une console est un peu plus sécurisée qu'un ordinateur, parce que derrière il y a des droits d'auteur, etc., le système de fonctionnement est différent. Il se base sur un système de niveaux. Le premier niveau est le niveau application, c'est-à-dire les jeux et les applications viennent taper sur cet anneau-là, viennent chercher les appels vers la console, etc. Puis en dessous se trouve un deuxième anneau, un troisième anneau, couche, et enfin la dernière couche, qu'on appelle la couche kernel ou la couche noyau. Et donc dans cette couche-là, on peut tout faire littéralement sur la console. Que ce soit l'allumer, l'overclock, modifier le boot, le BIOS, tout ce qu'on veut. Et donc nous, quand on pirate une console, on part du niveau 3 ou 4 ou 5 selon la complexité de la console, le niveau le plus élevé, parce que bien entendu le constructeur ne va pas nous donner l'accès au Ring 0 tout de suite, ça serait trop simple. Mais nous, ce qu'on veut quand même, c'est le Ring 0. Parce que c'est là où c'est bien. C'est là où ça fait mal. Et donc pour commencer, le plus simple pour introduire ces techniques est le Xbox Save Game Overflow. Donc le Xbox Save Game Overflow a été fait sur la première Xbox, la première génération d'Xbox.
qui était tout simplement un ordinateur. Microsoft s'était pas embêté à l'époque. Ils avaient juste pris un ordinateur qui était dans leurs entreprises, en fait. Ça peut faire une bonne console. Et donc, du coup, on retrouve simplement un Pentium 3 à 733 MHz, 64 MB de DDR RAM, ce qui est, à l'époque, c'était révolutionnaire, 8 Go de stockage interne. Je vous passe le reste des détails. Mais on peut remarquer que l'OS, c'est un Windows 2000 kernel. C'est-à-dire que le jeu, à ce moment-là, n'a pas de mode utilisateur ou n'a pas notre fameuse histoire de couches, de 4, 5 couches. La Xbox tournait sur une seule couche, qui était la couche kernel, et le jeu venait directement taper dessus. Et donc simplement en effectuant un buffer overflow avec certaines sauvegardes de jeu qui étaient vulnérables à ce type d'attaque, on pouvait faire tourner du code modifié sur la console et non signé par le développeur. Ce code-là nous permettait d'avoir un accès complet en lecture et en écriture sur le système. Donc à partir de ce moment-là, on considère qu'on a réussi à pirater la console, à achever le but final. Et à partir de ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que, vu que c'était une faille sur une sauvegarde, à chaque fois qu'on voulait lancer du code non signé, il fallait relancer cette sauvegarde. Et c'est pour ça qu'est apparu le magnifique Xbox Font Overflow, qui est une dérive directe du Xbox Save Overflow. Mais à la place d'utiliser la sauvegarde d'un jeu, on utilise simplement 2 fichiers police qui sont dans la ROM de la console de base. Et comme de par hasard, c'est les 2 seuls fichiers de toute la console qui ne sont pas signés par Microsoft officiellement. Et donc, vu qu'ils ne sont pas signés, on peut en faire ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut, dont rajouter notre code. Et vu que ces fichiers de police s'exécutent au lancement de la console, il n'y a plus besoin d'aller chercher une sauvegarde et on peut directement exécuter notre code dès le lancement de la console. Et donc ça, c'était la première méthode software pour pirater une console sans même l'ouvrir, parce qu'avant, on devait utiliser les petits chipsets et aller directement souder des fils sur la carte. Microsoft a quand même essayé de le patcher, mais le problème, c'est que les fichiers étaient non signés sur chaque patch. Donc, c'était un patch dans le vide. Ensuite, en concurrent direct de la Xbox ou l'inverse, il y avait la PS2. Donc, c'était logique qu'on tente aussi de la pirater. Et là, on rentre sur une faille complètement idiote, on va dire, qui est FreeMacBoot. L'exploit FreeMacBoot. Il faut penser qu'une PS2 n'avait pas des proms. Ses fichiers, du moins ses mises à jour, elle n'avait pas de mise à jour vu que tout était sur une ROM non modifiable. Et donc Sony, pour pouvoir pousser des mises à jour, ce qu'ils ont fait à la base, c'est qu'ils voulaient utiliser les systèmes de cartes mémoire. Donc, comme on a à droite de l'écran, des systèmes de cartes mémoire de 8 mégas que tout le monde connaît, du moins tous ceux qui ont une PlayStation 2 connaissent. Ils ont abandonné ce système parce que en fait, il suffisait juste de retirer la carte mémoire pour retirer la mise à jour. Donc c'était un peu idiot. Et de là est né FreeMacBoot. Parce que Sony en fait n'a jamais désactivé cette fonction dans la console, vu qu'ils ne pouvaient pas la mettre à jour. Et simplement, FreeMacBoot se fait passer pour une carte mémoire de mise à jour. Donc par exemple la console qui est forcément en version 1.0, FreeMacBoot il arrive, on connecte, on allume la console, FreeMacBoot il dit moi je suis la version 1.1. Donc la console dit tu es la version 1.1, moi je suis en version 1.0, donc tu as une meilleure version, donc je démarre sur ta version. Sauf que FreeMacBoot, bien entendu, n'est pas une mise à jour standard du système, et en fait du code non signé de bout en bout. Et donc l'hyperviseur et le GameOS, donc les différentes couches avant le kernel, n'existent plus parce qu'on peut les modifier autant qu'on veut. C'est une méthode simple et efficace qui a quand même pris du temps à trouver vu qu'elle n'était pas forcément recensée facilement.
Donc ensuite, on rentre dans la partie que je trouve la plus compliquée de cette rump, donc il faut bien s'accrocher, qui est le PLG Break. Donc la PlayStation 3, à sa sortie, disposait des autres OS. Donc quand on dit autre OS, on pouvait installer Linux dessus from scratch. C'était prévu dans le système. Mais, vu que Sony avait peur à une faille de sécurité, ils ont désactivé cette fonction dans une mise à jour. Sauf que malheureusement, ça n'a pas plu aux utilisateurs de Linux que j'ai dit qui est 1/5 des personnes qui piratent les consoles. Et donc, ils ont cherché un moyen de pirater la console. Et donc, 2 mois après le patch qui a retiré Linux, est sorti PS Jailbreak. Le PS Jailbreak fonctionne, du moins simule un port USB, un hub USB 6 ports. Sur ce hub USB, au lancement de la console, il va d'abord connecter un premier périphérique, quelconque. Ce périphérique, dans son descripteur, contient notre payload. Et donc c'est ce payload qui contient le code non signé pour pouvoir faire ce qu'on veut sur la console. Puis, il simule la connexion d'un deuxième périphérique quelconque, avec un descripteur quelconque. Enfin, il connecte un troisième périphérique, mais ce périphérique-là a un descripteur large, ce qui générera un dépassement de pile plus tard, qui permettra d'injecter notre payload dans la console. On déconnecte le port 2, ce qui fait une libération de mémoire, en rappelant qu'on a toujours un dépassement de pile qui est en cours. On connecte, du coup, sur le 4e port, un autre branchement, qui lui contient le code source de la console, pour pouvoir rentrer dans la console simplement. Puis on connecte un 5e connecteur, comme quoi ça sert d'avoir 6 ports sur un USB, qui émule le Sony Jig. Le Sony Jig, simplement, c'est la clé USB qu'utilisaient les techniciens Sony dans les ateliers pour pouvoir débugger des consoles qui ont été briquées. Donc briquée, c'est une console qui ne fonctionne plus, elle n'a plus rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, il y a le dépassement de pile qui intervient. Et simplement, on n'a plus qu'à déconnecter notre port 1, notre port 4, notre port 5 et notre port 6. On garde notre port 3 pour que notre dépassement de pile continue à fonctionner. Et on a accès simplement à notre kernel. Et maintenant, quelque chose d'un peu plus récent et d'un peu plus marrant, parce qu'il fallait y penser, c'est les Wii Tweezers Attack. Tweezers en anglais, c'est pince à épiler. Et donc la première révision de Wii, donc la Wii Révision 001, permettait de lancer des jeux GameCube. Elle avait une sandbox GameCube, donc voilà, avec les connectiques pour pouvoir brancher sa manette de GameCube si on en avait une. Et du coup, vu que la GameCube avait déjà été piratée à l'époque, les hackers se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas pirater la Wii en faisant exactement la même chose? Ça serait bien, ça serait magnifique. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Parce que la GameCube tournait toute seule la sandbox GameCube tournait toute seule en indépendant sans utiliser le Wii OS, qu'on va appeler à partir de maintenant iOS. Comme quoi, c'est pas forcément Apple qui ont créé le premier iOS. Il a été remarqué que quand la Wii était utilisée en mode GameCube, il y avait uniquement 16 des 64 mégas de mémoire RAM NAND flash, donc même 2, qui étaient utilisés. Et donc simplement, avec une paire de pinces à épiler, placées au bon endroit pour dévoiler certains bits ou déplacer certains bits à la valeur voulue, il était possible de montrer tout le reste de la RAM. Il a été remarqué qu'en fait, sur les 48 mégas qui restent, il y avait des résidus du code iOS des lancements précédents de la console.
Et donc à partir de ce moment-là, toujours avec une paire de pinces à épiler, on pouvait décaler très facilement l'adresse mémoire qui était affectée à la GameCube pour pouvoir voir ce qui se passait sur le reste de la mémoire. Et donc enfin, avoir fait cela a permis d'avoir un dump complet de la mémoire. Et on a pu restituer complètement le code iOS, dont les clés privées qui permettent de signer les jeux par Nintendo officiellement. Et donc, à partir de ce moment-là, la Wii était complètement ouverte, et ce qui donnait les hacks comme Banana Bomb actuellement, où il suffit juste de cliquer sur un bouton pour hacker complètement la console, sans même une action de l'utilisateur très précise. Et enfin, un hack qui est très très récent sur une console qui est très récente, qui est la Nintendo Switch, donc le Shelf EL2 Export, donc qui marchait sur les premières révisions de Switch, donc encore une révision 0.01, mais pas les nouvelles. Donc celles qui commencent à partir de 2019 n'ont plus ça. Et en fait, ça utilise le système de débugage de la console. Donc toujours, on revient à peu près à la même chose que le PS Jailbreak, mais on a un peu plus d'actions à faire sur la console. Premièrement, il faut connecter le port 10, le pin 10 d'un des deux Joy-Con à la terre. Donc, assez pratiquement, Nintendo nous a mis 3 pins de terre sur la manette. Comme ça, on a l'embarras du choix. Ensuite, vu qu'il y a un port carte SD sur la console, on peut mettre notre code Homebrew, donc notre code fait maison, dans cette carte SD, sans qu'elle soit bloquée. Donc déjà, notre code est dans la console. Puis on boot la Switch en mode secours. Donc grâce à la liaison du port 10 à un port de terre. À partir de ce moment-là, on peut push le payload de la Switch par USB, donc avec un utilitaire comme Tegra ROM. Et à partir de ce moment-là, bah, la Switch est complètement routée et on a accès à tous ces éléments. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Ici sont les sources que j'ai utilisées pour les différentes consoles. Si je devais vous recommander un des liens qui se trouve sur cette diapo, c'est la playlist de MVG sur les Game Console Security, qui rentre beaucoup plus dans les détails que ce que je fais ici. Et voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Messieurs les présentateurs, avez-vous des questions ?